Howard Phillips Lovecraft, Had Mountains of Madness, Montagne de la folie, lecture intégrale, épisode 4, chapitres 7 et 8, avant le grand final. L'histoire complète, du moins ce que nous en avons déchiffré, paraîtra prochainement dans le bulletin officiel de l'université Miskatonic. Je voudrais seulement ébaucher ici les points les plus saillants, de façon informelle, par divagation. Mythe ou autre chose, les sculptures nous parlaient de l'arrivée de ces êtres à la tête étoilée, venus du fond de l'espace, sur la terre juste naissante et sans vie. Leur arrivée est l'arrivée de bien d'autres entités étrangères qui, à des périodes régulières, s'embarquaient pour des expéditions spatiales pionnières. Ils semblaient capables de traverser les terres interstellaires grâce à leurs grandes ailes membraneuses, ceci confirmant bizarrement de curieuses légendes des montagnes qui m'avaient été racontées il y a longtemps par un collègue anthropologue. Ils avaient longtemps vécu sous la mer, bâtissant de fantastiques cités et menant de terribles batailles avec des adversaires sans nom au moyen d'appareils complexes requérant des principes énergétiques inconnus. À l'évidence, leurs connaissances mécaniques et scientifiques surpassaient de loin celles de l'homme actuellement, même s'ils ne faisaient usage de ces formes répandues et élaborées que lorsqu'ils y étaient obligés. Quelques-unes des sculptures suggéraient qu'ils avaient passé par une étape de vie mécanisée sur d'autres planètes, mais y avaient renoncé, trouvant l'effet émotionnellement trop contraignant. La rusticité surnaturelle de leur organisation et la simplicité de leurs besoins naturels les rendaient capables d'un haut niveau de vie sans le fruit spécialisé d'usines dédiées et même sans vêtements, sinon comme protection occasionnelle contre les éléments. C'est sous la mer d'abord, pour se nourrir, puis pour d'autres ambitions, que d'abord ils créèrent la vie terrestre, utilisant des substances qu'ils connaissaient de longue date. Les expérimentations les plus savantes commencèrent après avoir annihilé différents ennemis cosmiques. Ils avaient déjà fait la même chose sur d'autres planètes et mis au point non seulement ce qu'il leur fallait pour se nourrir, mais certaines masses protoplasmiques multicellulaires capables, sous hypnose, de mêler temporairement leurs tissus à toutes sortes d'organes et de se fabriquer ainsi d'idéales esclaves pour les tâches les plus rudes de la communauté. Ces masses visqueuses sont sans aucun doute ce que laisse entendre Abdul al-Azrad dans son effroyable Necronomicon, sous le nom de Shoggoth. Alors que même lui, cet arabe fou, n'a jamais osé supposer que rien n'aurait existé d'équivalent sur Terre, sinon dans les rêves de ceux qui avaient trop mâché de quelques herbes alcaloïdes. Quand les grands anciens à tête étoilée eurent synthétisé sur cette planète leurs formes élémentaires de nourriture et élevé une belle quantité de ces Shoggoths, ils laissèrent d'autres groupes cellulaires se développer vers d'autres formes de vie animale et végétale pour divers buts, éradiquant toutes celles dont la présence leur semblait préjudiciable. Avec l'aide de ces Shoggoths, dont l'expansion leur permettait d'atteindre des poids considérables, les petites et basses villes sous la mer grandirent jusqu'à devenir de vastes et imposants labyrinthes de pierre, pas très différents de ceux qui, plus tard, poussèrent sur la terre. Les grands anciens, bien sûr, hautement adaptables, avaient surtout vécu sur la Terre dans d'autres parties de l'univers et probablement retenu nombre de traditions pour des constructions terrestres. Tout en étudiant l'architecture de ces édifices paléogènes, incluant ceux dont nous continuions de traverser les couloirs, morts depuis des éternités, nous étions frappés par une coïncidence curieuse que nous n'avions pas encore tenté d'expliquer, à nous-mêmes y compris.
Le haut des édifices qui nous entouraient dans la ville réelle s'était bien sûr effondré sous l'érosion en ruines informes, mais était représenté nettement dans les bas-reliefs et montrait de vastes groupes de flèches, comme des aiguilles, de délicats faîtages sur certains cônes ou la pointe des pyramides, étageant de minces disques horizontaux coiffant les hampes cylindriques. Et c'était exactement ce que nous avions vu dans ce prodigieux et monstrueux mirage, projeté par une cité morte, dont de telles structures sur la ligne d'horizon avaient disparu depuis des milliers ou dizaines de milliers d'années, se dessinant pour nos yeux ignorants depuis les montagnes de la folie, lors de notre première approche du camp de Lake, aussi triste destin. Dans la vie des grands anciens, à la fois sous la mer et une fois qu'une partie d'entre eux a migré sur la terre, on pourrait écrire des volumes. Restés dans les eaux superficielles, ceux-là avaient conservé le plein usage de leurs yeux à l'extrémité des 5 principaux tentacules de leur tête et avaient pratiqué les arts de la sculpture et de l'écriture à la façon habituelle. L'écriture effectuée au stylet sur des surfaces cirées hydrofuges. Ceux qui s'étaient enfoncés dans les profondeurs des océans, même s'ils faisaient usage d'un curieux organisme phosphorescent pour se procurer de la lumière, mêlèrent à leur vision d'obscurs sens spécialisés, mobilisant les cils prismatiques de leur tête. Des sens susceptibles de rendre les grands anciens partiellement indifférents à l'absence de lumière lors de situations graves. Leur forme de sculpture et d'écriture avait curieusement changé durant cette migration vers les fonds, impliquant certains processus chimiques dans l'apparence de leur peau, probablement pour perpétuer cette luminescence que les bas-reliefs ne nous permettaient pas d'expliquer clairement. Ces êtres se déplaçaient dans les eaux, soit en nageant, utilisant les facultés crinoïdes de leurs membres, soit en ondulant avec le tiers inférieur de leurs tentacules au niveau du pédoncule. Ils étaient éventuellement capables aussi d'effectuer de longues descentes en piqué, avec l'aide auxiliaire d'un ou deux jeux de leurs longues ailes. Ceux qui migrèrent sur Terre se déplaçaient avec leurs pédoncules, mais souvent s'envolaient à de grandes hauteurs ou pour de longues distances avec leurs ailes. Les nombreux et souples tentacules dans lesquels se fixaient les bras crinoïdes étaient infiniment délicats, flexibles, forts et précis dans leur coordination nerveuse et musculaire, autorisant la plus extrême habileté et dextérité dans toutes les opérations artisanales ou artistiques. L'endurance de ces êtres était quasiment incroyable. Même les terrifiques pressions des plus profondes fosses marines apparaissaient insuffisantes à leur nuire. Très peu semblaient mourir, sinon par violence, et leur terrain d'inhumation était très restreint. Le fait qu'ils couvraient leurs morts, inhumés verticalement, de monticules décorés à 5 branches, provoqua pour Danforth et pour moi de nouvelles pensées qui nous contraignirent à une pause et un temps de récupération après que les sculptures nous l'eurent révélé. Ils se reproduisaient au moyen de spores, comme tous les ptéridophytes végétaux, ainsi que Lake l'avait suggéré. Mais en raison de leur prodigieuse résistance et longévité, ce qui en résultait de l'absence d'un vrai besoin de renouvellement, ils n'encourageaient pas le développement à large échelle de nouveaux thalles et prothalles, sinon lorsqu'ils avaient de nouveaux territoires à coloniser. Les jeunes grandissaient rapidement et recevaient une éducation évidemment au-delà de tout standard que nous puissions imaginer. La vie intellectuelle et esthétique dominante était hautement évoluée et avait produit un ensemble tenace et endurant de mœurs et d'institutions que je décrirai plus exhaustivement dans ma monographie à venir, variant légèrement selon la mer ou la terre de résidence, mais ayant les mêmes fondations et fondamentaux. Même si capables, comme les végétaux, de trouver à se nourrir dans les substances inorganiques, ils préféraient de loin la nourriture organique, et particulièrement animale. Ils mangeaient cru ce que leur fournissait la vie sous-marine. Mais sur terre, cuisaient leur viande. Ils chassaient et élevaient des troupeaux qu'ils abattaient avec des armes tranchantes dont les marques sur certains des fossiles avaient tant surpris notre expédition.
Ils résistaient merveilleusement aux températures ordinaires et dans leur état naturel pouvaient vivre dans l'eau jusqu'à sa température de gel. Quand, il y a environ 1 million d'années, survint le grand refroidissement du Pléistocène, les occupants des terres eurent à prendre des mesures spécifiques pour se chauffer artificiellement, au moins jusqu'à l'arrivée des froids mortels qui semblent les avoir poussés à revenir à la mer. Pour leur vol, d'avant toute histoire à travers l'espace cosmique, dit la légende, ils avaient absorbé certains produits chimiques et étaient devenus quasiment indépendants de la nourriture, de la respiration ou des conditions de froid et de chaleur. Mais quand ces grands froids étaient venus, ils en avaient perdu toute trace de la méthode. Dans tous les cas, ils n'auraient pas pu prolonger sans souffrance cet état artificiel. Ne vivant pas en couple, étant de structure semi-végétale, les grands anciens n'avaient pas de base biologique à la constitution de familles comme les mammifères. Mais ils semblaient avoir organisé de vastes maisonnées sur le principe de facilité commune, d'espaces confortables, et comme nous le déduisîmes des occupations et distractions représentaient des habitants d'une homogénéité mentale manifeste. En aménageant leurs repères, ils installaient tout au centre de salles gigantesques, laissant libre le reste de l'espace pour leurs occupations décoratives. L'éclairage, pour ce qui est des habitations terrestres, était probablement fourni par des appareils électrochimiques. Aussi bien sur terre que sous la mer, ils utilisaient de curieuses tables, chaises, couches de forme cylindrique, puisqu'ils se reposaient et dormaient debout avec leurs tentacules pendants, et des étagères pour les ensembles pivotants de surface piqués de points que constituaient leurs livres. Leur gouvernement était évidemment complexe, de nature probablement socialiste, bien qu'aucune certitude à cet effet ne puisse être déduite des sculptures que nous avons vues. Le commerce était extensif, à la fois sur place et entre des villes différentes. Des jetons à 5 branches, petits, plats et porteurs d'inscriptions, servaient de monnaie. Il était probable que les plus petites des différentes pierres ponces verdâtres trouvées par notre expédition étaient des pierres de cette devise. Si leur culture était principalement urbaine, il existait de l'agriculture, de vastes zones de stockage. L'extraction minière et une quantité limitée de production industrielle étaient aussi pratiquées. Les voyages étaient très fréquents, mais les migrations permanentes semblaient relativement rares, sauf lors de ces vastes équipées colonisatrices par lesquelles leur race se développait. Pour se déplacer individuellement, ils n'avaient besoin d'aucune aide, puisque sur Terre, dans l'air ou dans les eaux, les grands anciens disposaient de la capacité de se déplacer excessivement vite. Les charges lourdes, cependant, étaient emportées par des bêtes de charge, des chogos sous la mer, et une curieuse variété de vertébrés primitifs dans la dernière période de leur vie terrestre. Ces vertébrés, aussi bien qu'une infinité d'autres formes vivantes, animales ou végétales, marines, terrestres ou aériennes, étaient le résultat de l'évolution brute agissant sur les cellules vivantes fabriquées par les grands anciens, mais qui s'étaient échappées du rayon de leur attention. On les avait laissées se développer sans contrôle, parce qu'elles n'entraient pas en conflit avec les êtres dominants. Les formes gênantes, bien sûr, étaient exterminées mécaniquement. Nous remarquâmes particulièrement, dans quelques-unes des sculptures les plus tardives et les plus décadentes, un mammifère primitif, mollasse, utilisé soit pour la nourriture, soit comme amusant bouffon par les habitants terriens, dont l'apparence anticipait immanquablement des traits mi-simiens, mi-humains. Dans les édifices construits sur les terres, les énormes blocs de pierre des hautes tours étaient en général transportés par une espèce spécifique, jusqu'ici inconnue des paléontologistes, de ptérodactyles à grandes ailes. La persistance avec laquelle les grands anciens survécurent à divers changements géologiques et convulsions de la croûte terrestre avait quelque chose de miraculeux. Même si très peu ou aucune de leurs premières cités ne semblait avoir survécu au-delà de l'ère archéenne, cela n'induisit pas d'interruption dans leur civilisation ou dans la transmission de leur mémoire. Le premier lieu où ils s'installèrent sur la planète
Ce fut l'océan Antarctique, ce qui tendrait à établir qu'ils sont arrivés peu après que la matière formant la Lune s'est détachée de l'océan Pacifique voisin. À se fier à l'une de leurs cartes sculptées, le globe entier était alors sous la mer et les cités de pierre se dressaient de plus en plus loin de l'Antarctique à mesure que les éternités se succédaient. Une autre carte montrait une vaste étendue de terre sèche autour du pôle sud qui rendait évident que certains de ces êtres tentèrent de s'y établir de façon expérimentale, même si leurs principaux centres restaient immergés dans les plus proches fosses marines. Des cartes encore plus tardives qui montraient cette terre révulsée et craquelée et dont certains fragments s'étaient détachés vers le nord confirmaient de façon frappante les théories de dérive des continents avancées récemment par Taylor, Wegener, Joly. Avec l'élévation du niveau des terres dans le Pacifique Sud, des événements considérables survinrent. Quelques-unes des cités sous-marines furent détruites sans remède. Encore que ce ne fut pas la pire des infortunes. Une autre race, une race d'êtres terriens qui ressemblaient à des pieuvres et correspondait probablement à la fabuleuse progéniture de Cthulhu, commença à s'infiltrer depuis l'éternité cosmique et engendra une guerre monstrueuse qui, pendant un temps, rejeta complètement les grands anciens à la mer, un choc colossal au regard de leurs grandissantes implantations terriennes. On conclut plus tard un armistice, et les terres nouvellement émergées furent laissées aux enfants de Cthulhu, tandis que les grands anciens se réservaient les mers et les plus anciennes terres. Ils fondèrent alors de nouvelles villes, la plus grande d'entre elles en Antarctique, puisque cette région, de leur première arrivée, leur était sacrée. Depuis ce moment, comme auparavant, l'Antarctique resta le centre de la civilisation des grands anciens, et tout ce qu'ils découvrirent d'habitat des enfants de Cthulhu fut effacé. Alors, brutalement, les terres du Pacifique sombrèrent de nouveau, emportant avec elles l'effrayante ville de pierre qu'on nommait R'lyeh et toutes les pieuvres cosmiques. Les grands anciens redevenaient la race suprême sur la planète, hors une certaine peur obscure qu'ils n'aimaient pas évoquer. Dans une étape ultérieure, leur ville parsemait toutes les régions marines et terrestres du globe, et c'est pour cela que, dans ma monographie à venir, je recommanderai des sondages systématiques avec l'appareil de Peabody dans un certain nombre de zones très isolées. La tendance maintenant, à travers les époques, était une migration de l'eau vers la terre. Un mouvement encouragé par le surgissement de nouvelles masses terrestres, même si l'océan ne fut jamais totalement déserté. Une autre cause de cette migration terrestre était la difficulté récente à nourrir et administrer les Shoggoths, dont dépendait le succès de la vie sous la mer. Avec l'écoulement du temps, les sculptures le confessaient tristement. S'était perdu l'art de créer de nouvelles formes de vie depuis la matière inorganique. Les grands anciens dépendant alors du modelage des formes préalablement existantes. Sur Terre, on pouvait aisément s'accommoder des grands reptiles, mais les Shoggoths de la mer, qui se reproduisaient par fission et avaient acquis un dangereux degré d'intelligence, présentait désormais un formidable problème. Les grands anciens les avaient toujours contrôlés par suggestion hypnotique et avaient modelé depuis leur rustique plasticité de très utiles membres et organes temporaires, mais leur capacité désormais à se modifier eux-mêmes s'exerçait de façon indépendante et dans différentes formes à l'imitation de celles implantées par les anciennes hypnoses. Ils avaient, semble-t-il, développé un cerveau semi-stable, dont la volonté rebelle, autonome et intermittente faisait écho aux volontés des grands anciens, mais sans toujours leur obéir. Des images sculptées de ces Shoggoths nous remplissaient Danforth et moi d'horreur et de dégoût. C'étaient dans leur état normal des entités sans forme, composées d'une gelée visqueuse qui ressemblait à des bulles agglutinées, constituant une sphère d'un diamètre moyen de 5 mètres.
Ils étaient cependant susceptibles de changer constamment de forme et de volume, capables de développer temporairement ou de fabriquer des organes apparents pour la vue, l'ouïe et la parole, à l'imitation de leur maître, soit spontanément, soit sous hypnose. Ils semblaient être devenus particulièrement réfractaires vers le milieu de l'ère permienne, il y a peut-être 150 millions d'années, quand les grands anciens maritimes durent mener contre eux une véritable guerre de nouvel assujettissement. Des images de cette guerre et de la façon dont les Shoggoths abandonnaient typiquement leurs victimes assassinées sans têtes et réduites à l'état de boue induisaient un terrible effet de peur en dépit des abîmes de temps sans nombre qui nous en séparaient. Les grands anciens avaient créé de curieuses armes perturbant l'arrangement moléculaire des entités rebelles et avaient remporté à la fin une victoire complète. Les sculptures montrant cette période-là figuraient les Shoggoths domptés ou brisés par les grands anciens, tout comme les chevaux sauvages de l'Ouest américain sont domptés par les cow-boys. Même si, pendant leur rébellion, les Shoggoths avaient prouvé leur capacité à vivre hors de l'eau, cette transition n'avait pas été encouragée. Leur inutilité sur Terre aurait été difficilement en rapport avec la difficulté de les administrer. Pendant l'ère jurassique, l'adversité pour les grands anciens prit à nouveau la forme d'une invasion de l'espace sidéral. Cette fois par des créatures mi-champignons, mi-crustacés, d'une planète identifiable aujourd'hui comme la lointaine et récemment découverte Pluton. Des créatures incontestablement les mêmes que celles évoquées dans certaines légendes des montagnes du Nord et dont on se souvient dans l'Himalaya comme les Migos ou abominables hommes des neiges. Pour les combattre, les grands anciens tentèrent, pour la première fois depuis leur arrivée sur Terre, une nouvelle échappée dans l'éther planétaire. Mais en dépit de tous les préparatifs traditionnels auxquels ils se livrèrent, il leur fut impossible de quitter l'atmosphère terrestre. Quel qu'ait pu être le vieux secret des voyages interplanétaires, leur race l'avait définitivement perdu. Et finalement, les Migos repoussèrent les grands anciens en dehors de tous les territoires du Nord, même s'ils étaient impuissants à déloger ceux qui y vivaient sous les mers. Peu à peu, s'amorça la lente retraite de la vieille race vers son habitat antarctique original. Il était curieux de constater, d'après les batailles représentées, que les enfants de R'tlu, comme les Migos, semblaient les uns et les autres avoir été composés d'une matière très différente de celle dont nous savions quelle était la substance des grands anciens. Ils étaient capables de subir des transformations et des réintégrations impossibles à leurs adversaires, et semblaient pour cela venir originellement de golfes cosmiques encore plus éloignés de l'espace. Les grands anciens, si ce n'est leur robustesse anormale et leur propriété vitale singulière, étaient strictement matériels et devaient avoir leur première origine dans la continuité de l'espace-temps connu, là où la première origine des autres créatures pouvait seulement être devinée en retenant son souffle. Tout cela, bien sûr, en assumant que les relations non terrestres et les anomalies représentées pour tromper leurs envahisseurs ennemis ne sont pas pure mythologie. Il est parfaitement concevable que les grands anciens aient inventé cette trame cosmique pour excuser leurs occasionnelles défaites et que l'intérêt historique et leur amour-propre en déterminaient évidemment le principal élément psychologique. Il est significatif que leurs annales ne révèlent rien de beaucoup d'espèces d'êtres avancés et organisés, dont les puissantes cultures et les villes fortifiées reviennent obstinément dans certaines légendes obscures. Les états changeants du monde au long des ères géologiques transparaissaient avec une vigueur surprenante dans bien des cartes ou décors sculptés. Dans certains cas, nos sciences actuelles auraient à être révisées, tandis que, dans d'autres cas, nos spéculations d'aujourd'hui sont magnifiquement confirmées. Comme je l'ai dit, les hypothèses de Taylor, Wegener, Joly
comme quoi tous les continents sont des fragments de la masse terrestre antarctique originale, s'éloignant les uns des autres en glissant sur une surface intérieure techniquement plus visqueuse, une hypothèse suggérée par de telles choses que les silhouettes complémentaires de l'Afrique et de l'Amérique du Sud et la façon dont les grandes chaînes de montagnes ont jailli et se sont dressées recevaient une confirmation frappante de cette source imprévue. Les cartes montrant d'évidence le monde à l'âge carbonifère, il y a 100 millions d'années ou plus, représentaient des fissures et des gouffres significatifs, destinés plus tard à séparer l'Afrique des territoires autrefois rassemblés de l'Europe, alors la Valousia des anciennes légendes maudites. De l'Asie, des Amériques et du continent antarctique. D'autres cartes, et plus significatives encore, l'une en relation avec la fondation, il y a 50 millions d'années, de la cité morte qui nous entourait, montrait tous les continents d'aujourd'hui bien différenciés. Et dans le dernier spécimen que nous avons découvert, datant peut-être de l'ère Pliocène, le monde d'aujourd'hui est approximativement, mais clairement reconnaissable, en dépit de la liaison de l'Alaska à la Sibérie et de l'Amérique du Nord à l'Europe par le Groenland, ainsi que de l'Amérique du Sud avec l'Antarctique par la terre de Graham. Dans la carte du Carbonifère, sur la totalité des fonds marins du globe océan et de la partie émergée des terres, figuraient les symboles des vastes villes de pierre des grands anciens, et la récession vers l'Antarctique devenait plus manifeste dans les dernières. Celle de la fin du Pliocène ne montrait plus de villes terriennes, ni de villes océaniques au nord du 50e parallèle de latitude sud. Le savoir et l'intérêt pour le monde du Nord, sinon pour ce qu'ils en avaient recueilli lors de longs voyages de nuit sur les côtes grâce à leurs ailes membraneuses, était évidemment retombé à zéro parmi les grands anciens. La destruction des villes, dans le soulèvement des montagnes, la fuite centrifuge des continents, les convulsions sismiques de la terre ou du fond des mers et autres causes naturelles devenaient le lot permanent. Quelle curiosité d'observer combien les reconstructions se faisaient de plus en plus rares à mesure des époques. La grande mégalopole morte qui bâillait autour de nous, construite à l'ère du Crétacé, après une titanique secousse terrestre où s'était effondrée celle qui, toute voisine et encore plus vaste, la précédait, semblait être devenue le quartier général de leur race. Il apparaissait que cette région, en général, était pour eux le lieu le plus sacré, là où les premiers grands anciens s'étaient, paraît-il, installés au fond de la mer primitive. Dans la nouvelle ville, bien reconnaissable à ces figures que nous pouvions reconnaître dans les sculptures, mais qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres dans chaque direction tout au long de la barrière des montagnes, bien au-delà des limites de notre reconnaissance aérienne. Ils étaient réputés avoir préservé certaines pierres sacrées qui faisaient partie de cette première cité sous-marine et étaient revenus au jour après de longues périodes, au cours de l'effondrement général des premières couches. Fin du chapitre 7. Pas évident, puisque mise à distance d'une histoire lue par les deux explorateurs sur les sculptures, mais où on retrouve plein de lignes narratives spécifiques à Lovecraft, qu'on retrouve dans L'Appel de Cthulhu ou dans L'Abîme du temps. On continue. Chapitre 8. Naturellement, Danforth et moi-même étudions avec un intérêt tout spécial et un sentiment personnel d'admiration et de crainte les environs immédiats de ce que nous traversions. De ce matériel, il y avait naturellement sur place en grande abondance, et dans la confusion du niveau de base de la ville, nous fûmes assez heureux pour découvrir un habitat de l'époque la plus tardive, dont les murs, même si en partie atteints par une fissure proche, abritaient des sculptures d'un artisanat décadent, mais retraçant l'histoire de la région bien au-delà de la période de la carte du Pliocène qui nous avait permis d'échafauder notre aperçu général de
la fin de ces temps préhumains. Et c'est le dernier endroit que nous pûmes explorer en détail, puisque ce que nous y trouvâmes nous imposa pour l'immédiat un nouvel objectif. Certainement, nous étions dans un des points les plus étranges, sauvages et terribles du globe terrestre. De tous les pays existants, celui-ci était infiniment le plus ancien. Et la conviction nous venait progressivement que ce hideux plateau devait bien sûr être le Leng fabuleux, dont même l'auteur fou du Necronomicon ne parlait qu'avec répugnance. La grande chaîne de montagnes était considérablement longue, partant à son extrémité basse de la terre de Luitpold sur la côte de la mer de Wedel et traversant à peu près le continent tout entier. La partie vraiment haute se dressait dans un arc partant de 82 degrés de latitude et 60 degrés de longitude est, dont le côté concave faisait face à notre camp, et finissait sur la mer par cette longue côte barrée par la banquise décrite par Wilkes et Mawson le long du cercle polaire antarctique. Et pourtant, d'autres exagérations monstrueuses et perturbantes de la nature semblaient nous entourer. J'ai dit que ces pics étaient plus hauts que ceux de l'Himalaya, mais les sculptures m'interdisaient désormais de prétendre qu'ils étaient les plus hauts de la Terre. Ce sinistre honneur était sans aucun doute réservé à quelque chose qu'une bonne moitié des sculptures hésitaient tout simplement à représenter, tandis que d'autres ne l'ébauchaient qu'avec dégoût et en tremblant. Il semblait qu'une partie de l'ancien continent, la première partie à s'être élevée au-dessus des eaux après que la Terre s'est séparée de la Lune et que les grands anciens se sont infiltrés depuis les étoiles, en était venue à être maudite comme un démon flou et sans nom. Les cités qu'on y avait construites s'étaient effondrées avant leur temps. On les avait retrouvées soudainement désertes. Et quand survint à l'air comme en chienne la première grande secousse terrestre à avoir convulsé cette région, l'effrayante ligne de pics avait tout aussi soudain surgi parmi les plus épouvantables fracas et chaos, et la terre avait hérité de ses plus effilées et plus terribles montagnes. Si l'échelle des sculptures était correcte, ces choses abhorrées devaient dépasser même les 12 000 mètres, radicalement plus hautes encore que les choquantes montagnes de la folie que nous avions rejointes. Elles s'étendaient, semblait-il, de 77 degrés de latitude et de 70 degrés de longitude est à 70 degrés de latitude et 100 degrés de longitude est, à moins de 150 kilomètres de la cité morte, si bien que nous aurions pu apercevoir ces effrayants sommets dans le lointain ouest si ce n'avait été cette brume vague et opalescente. Leur extrémité nord devait être visible de la même façon le long du cercle polaire depuis la terre de la Reine Mère. Quelques-uns des grands anciens, dans les temps de la décadence, avaient rédigé d'étranges prières à ces montagnes, mais personne n'en avait jamais approché, ni osé deviner ce qu'il y avait au-delà. Aucun œil humain ne les avait jamais vus. Et plus j'étudiais les émotions transcrites par les sculptures, plus je souhaitais qu'aucun ne le fît jamais. Il y a des contreforts qui les protègent de la vue du côté de la terre de la Reine Mary ou de la terre de l'empereur Guillaume, et je remercie le ciel que personne n'ait été capable d'y amérir ou d'escalader ces premières crêtes. Je ne suis pas si sceptique à l'égard des vieilles peurs et légendes que je l'étais, et je ne ris plus maintenant de cet art des sculptures préhumains à installer çà et là des éclairs figés de façon significative sur chacun des pics dominants, à représenter ces reflets inexpliqués depuis un de ces terribles sommets tout au long de la longue nuit polaire. Il y a peut-être une très réelle et très monstrueuse signification aux allusions du vieux pnacotique à propos de Cadath dans l'immensité froide. Mais ce qui nous entourait immédiatement était à peine moins étrange, même si moins maudit que la terre sans nom.
Bientôt après la fondation de la ville, la grande barrière de montagne devint le siège des principaux temples, et bien des sculptures montraient quelles grotesques et fantastiques tours s'étaient élancées dans le ciel, là où nous ne voyions plus maintenant que des enchevêtrements de cubes et de remparts. Au cours des âges, les grottes s'étaient formées et avaient été aménagées comme annexes des temples. En progressant encore dans les époques, les veines calcaires de la région avaient été creusées par les eaux souterraines, et les montagnes, leurs contreforts, comme les plaines à leurs pieds, étaient devenues un véritable réseau de cavernes et galeries toutes reliées. Beaucoup de schémas sculptés racontaient les explorations du sous-sol profond et leur découverte finale de la mer Stygienne sans soleil, où se perdaient les entrailles de la terre. Cet immense golfe de ténèbres était indiscutablement alimenté par la grande rivière qui s'écoulait de ces horribles montagnes sans nom tout à l'ouest et qui avait initialement contourné la base de la barrière des grands anciens pour se jeter au pied de cette chaîne dans l'océan Indien contre la terre de Bud et le glacier Totten sur la côte de Wilkes. La grande rivière avait peu à peu mangé sa base de calcaire dans le coude. Puis enfin, son propre flot avait rejoint les cavernes d'eau souterraines et les avait grossies pour creuser plus profondément les abysses. Finalement, toute sa masse s'était vidée dans les contreforts minés et avait laissé à sec son ancien lit vers l'océan. La plus grande partie de cette ville que nous découvrions avait été construite plus tard, tout au long de cet ancien lit. Les grands anciens, comprenant ce qui était arrivé et y trouvant un nouvel aliment à leur goût artistique éprouvé, avaient sculpté comme des pylônes ornés ces piliers dans la montagne, là où le grand flot entamait sa descente dans l'obscurité éternelle. Cette rivière, autrefois enjambée par un nombre de nobles ponts de pierre, était d'évidence celle dont nous avions survolé le lit asséché avec notre avion. Sa position, selon les différentes sculptures de la cité, nous aidait à nous orienter nous-mêmes dans le paysage tel qu'il avait été au cours des différentes et longues étapes connues par la région et dans son histoire depuis tant d'éternités mortes. Nous étions désormais capables de dessiner une carte sommaire, mais soigneuse, de ses repères les plus marquants, places, grands bâtiments et ainsi de suite, pour servir de guide à de futures explorations. Nous pouvions peu à peu reconstruire par l'imagination la même chose stupéfiante qu'elle avait été il y a 1 million ou 10 millions ou 50 millions d'années, tant les sculptures nous disaient exactement ce que les bâtiments dans ces montagnes et ces zones, leurs environs et paysages, avaient été dans la luxuriante végétation tertiaire, et que cela avait dû être d'une beauté mystique et merveilleuse. Et plus j'y pensais, plus j'oubliais cette lourde sensation d'oppression sinistre dont cette ville d'âge inhumain, massive et létale, et aussi éloignée dans son crépuscule glaciaire, avait lourdement imprégné mon esprit. À en croire certaines sculptures, les citoyens de cette ville avaient eux-mêmes subi cette étreinte d'une terreur oppressive. Dans tel et tel type de scènes sombres et récurrents, on montrait les grands anciens reculant effrayés devant un certain objet qu'ils n'étaient jamais autorisés à faire apparaître dans leur représentation, trouvé dans la grande rivière, et apporté là, depuis ces horribles montagnes de l'Ouest, à travers les ondulations de ces sombres forêts de cycas. C'est seulement dans cet habitat parmi les plus tardivement construits et ces sculptures décadentes que nous perçûmes quelque état de l'ultime calamité qui avait mené à la désertion de la ville. Indubitablement, il avait dû y avoir bien d'autres sculptures de cette période-là, ailleurs, même en tenant compte de leur énergie affaiblie et des aspirations d'une période incertaine et menacée. Et bien sûr, les preuves certaines d'une existence de ces autres sculptures nous parvinrent peu après. Ce fut cependant le seul et unique ensemble que nous en rencontrâmes directement.
Nous comptions l'étudier de plus près un peu plus tard, mais comme je l'ai dit, les nécessités immédiates nous dictèrent un nouvel objectif. Il avait dû néanmoins exister une limite. Une fois fini tout espoir de longue occupation future du lieu, rien n'avait pu enrayer le total arrêt de sa décoration murale. Le coup final, bien sûr, fut l'arrivée du grand froid, qui peu à peu se saisit de toute la terre et qui n'a plus jamais cessé sur l'épaule au destin maudit, le grand froid qui, à l'autre extrémité du monde, mettait fin au légendaire domaine de l'Omar et de l'Hyperborée. À quelle période cela se confirma dans l'Antarctique, il serait hasardeux de l'énoncer en données précises. De nos jours, nous plaçons en général le début de la grande période glaciaire à environ 500 000 années avant nous. Mais le réel abandon de la ville a dû se terminer longtemps avant ce que nous estimons être le début du Pléistocène, il y a 500 000 ans, tel que l'a partout enregistré la surface de la Terre. Dans ces sculptures de la période décadente, il y avait partout des signes d'une végétation plus rare et d'une décroissance de la vie naturelle dans ce qui entourait les grands anciens. Les appareils de chauffage faisaient leur apparition dans les maisons, et les voyageurs d'hiver étaient représentés en mitouflés dans des vêtements de protection. Nous découvrîmes alors une série de cartouches qui interrompaient fréquemment l'arrangement de bandes continues dans ces sculptures tardives, décrivant la migration en constant accroissement vers les plus proches refuges d'une meilleure chaleur, quelques-uns volant vers les cités sous-marines au large des côtes, et d'autres s'aventurant dans le labyrinthe des cavernes de calcaire au voisinage des abysses noirs des eaux souterraines. Tout à la fin, il semble que ce soit ces abysses qui aient accueilli la plus grande colonisation. C'était dû en partie, sans aucun doute, au caractère sacré traditionnel de cette région particulière, mais peut aussi avoir été exclusivement déterminé par ce que cela permettait de continuité d'usage avec les grands temples dans le nid d'abeilles des constructions sur la montagne, et afin de garder la grande cité comme résidence d'été et base de travail pour les différentes mines. La relation des anciens et des nouveaux habitats fut encore améliorée en faisant évoluer et en améliorant des routes de liaison, y compris en creusant de nombreux tunnels directs depuis l'ancienne métropole jusqu'aux noirs abysses, des tunnels en pente brusque dont nous dessinâmes soigneusement les débouchés, selon nos estimations les mieux calculées sur la carte guide que nous complétions à mesure. Il devenait évident qu'au moins 2 de ces tunnels débouchaient à une distance d'exploration raisonnable de là où nous étions. Les 2 partaient de la ville du côté opposé à la montagne, l'un à moins de 400 mètres vers l'ancien lit de la rivière, l'autre à presque 2 fois cette distance dans la direction opposée. Ces abysses, semblait-il, présentaient en certains endroits des rivages de sol sec, étagés. Mais les grands anciens construisirent leur nouvelle ville sous la mer, évidemment pour se donner la plus grande certitude d'une température uniforme. La profondeur de cette mer cachée semble avoir été très grande, et la chaleur interne de la terre leur permettait d'envisager son habitabilité pour une période indéfinie. Ces créatures paraissaient n'avoir aucun mal à s'adapter à vivre partiellement et bien sûr éventuellement à plein temps sous la mer, n'ayant jamais laissé s'atrophier leur système de branchies. De nombreuses sculptures montraient combien ils avaient fréquemment visité leur royaume sous-marin un peu partout et comment ils avaient l'habitude de se baigner dans les eaux profondes de la grande rivière. L'obscurité de la mer souterraine pouvait également ne pas avoir été trop dissuasive pour une race habituée à la longue nuit antarctique. Si la décadence se mesurait indubitablement à leur style, ces sculptures tardives prenaient une dimension véritablement épique lorsqu'elles racontaient la construction de la nouvelle ville dans la mer souterraine. Les grands anciens l'avait conçu scientifiquement en transportant des rocs insolubles depuis le cœur de la partie en nid d'abeilles des montagnes et requérant d'experts ouvriers de la ville sous-marine la plus proche pour ériger la construction selon les meilleures méthodes.
Ces ouvriers apportaient tout le nécessaire pour développer le nouveau projet, des nappes de Chogos, pour nourrir les tailleurs de pierre et leurs bêtes de charge dans la caverne, et d'autres matières protoplasmiques à partir desquelles ils fabriquaient des organismes phosphorescents pour s'éclairer. Une métropole puissante s'éleva enfin au fond de la mer Stygienne. Son architecture ressemblait principalement à celle de la ville d'au-dessus, et dans son élaboration ne souffrit que très peu de la décadence grâce aux éléments mathématiques précis inhérents au fait de construire. Les Shoggoths, élevés sur place, enflaient jusqu'à une taille immense et une intelligence singulière, et on les voyait prenant et exécutant des ordres avec une diligence merveilleuse. On aurait dit qu'ils conversaient avec les grands anciens en mimant leur voix, une sorte de sifflement musical sur un large spectre de la gamme, si la dissection du malheureux Lake avait dit vrai, et travaillaient selon des ordres transmis à la voix plutôt que par suggestion hypnotique comme autrefois. On les tenait cependant sous un parfait contrôle. Les organismes phosphorescents fournissaient une véritable et vive lumière et compensaient sans aucun doute la perte des familières aurores boréales de la nuit polaire extérieure. Les grands anciens poursuivaient leur art et leur décoration, mais bien sûr, la décadence s'y imprégnait de plus en plus. Ils semblaient conscients de cette chute progressive et en de nombreux cas anticipèrent l'artifice de Constantin le Grand en transplantant les plus belles réalisations des anciennes sculptures dans leur nouvelle ville. De la même façon que l'empereur, dans une période similaire de son déclin, avait pillé les plus belles splendeurs de Grèce et d'Asie pour donner à sa nouvelle capitale de Byzance une beauté plus grande que ce qu'ils auraient pu produire. Que le transfert des blocs sculptés n'eût pas été complet tenait surtout au fait que la ville terrestre, au début, n'avait pas été totalement abandonnée. Quand le moment de l'abandon total fut venu, et il eut certainement lieu avant que le Pléistocène glaciaire ait fini de s'imposer, les grands anciens s'étaient peut-être accoutumés à leur art décadent ou avaient cessé de reconnaître le mérite supérieur des sculptures anciennes. En aucun cas, les ruines autour de nous, dans leur silence éternel, n'avaient eu à subir vol ou déprédation, même si toutes les statues non fixées comme les autres choses transportables avaient été enlevées. Les cartouches et les plaintes de la décadence racontant l'histoire de cette période furent, comme je l'ai dit, les derniers que nous pûmes découvrir lors de notre excursion limitée. Ils nous montraient les grands anciens faisant la navette entre la ville terrestre l'été et celle de la mer souterraine l'hiver, et parfois commerçant avec les villes du fond de la mer, loin des côtes antarctiques. À ce moment, la ruine finale de la ville terrestre avait dû être consommée, puisque les sculptures livraient bien des exemples d'empiètement du froid agressif. La végétation déclinait, et les terribles neiges de l'hiver ne fondaient jamais totalement, même l'été. Le cheptel des grands sauriens avait quasiment disparu, et les mammifères ne semblaient pas en bonne condition non plus. Pour continuer le travail dans le monde du dessus, il devint nécessaire d'adapter à la vie terrestre quelques-uns des Shoggoths, amorphes et curieusement résistants au froid, une chose à laquelle les grands anciens étaient réticents. La grande rivière était morte maintenant, et la mer avait perdu tous ses habitants, hors les phoques et les baleines. Tous les oiseaux avaient disparu, à part ces grands et grotesques manchots. Ce qui s'était passé ensuite, on ne pouvait que le deviner. Combien de temps avait survécu la nouvelle ville sous-marine dans sa caverne? Est-ce que les eaux souterraines avaient gelé, elles aussi? À quel destin avaient été livrées les villes du fond des mers? Est-ce que certains des grands anciens avaient migré plus au nord, hors de l'emprise des glaces? La géologie existante ne montrait aucune trace de leur présence. Est-ce que les effrayants Migos étaient encore une menace dans les lointains royaumes du Nord?
Qui pourrait être sûr de ce qui était ou n'était pas resté même jusqu'à nos jours dans ces abysses sans lumière et sans fond, plus profonds que les plus profondes eaux de la terre? Ces choses semblaient avoir été capables de s'accommoder de n'importe quelle condition de pression, et les pêcheurs avaient parfois remonté d'étranges objets de la mer. L'hypothèse des baleines tueuses expliquait-elle réellement les cruelles et mystérieuses plaies constatées sur les phoques antarctiques il y a 25 ans par Borchgrevink? Les spécimens collectés par l'infortuné Lake n'entraient pas dans cette catégorie, parce que leur contexte géologique prouvait qu'ils avaient vécu à ce qui devait être une date très précoce de l'histoire de la ville terrestre. D'après les relevés des lieux où on les avait collectés, certainement pas moins de 30 millions d'années. Et nous avions confirmation de cela parce qu'à cette époque, la ville sous-marine souterraine n'existait pas. Ni la caverne elle-même d'ailleurs. Ils seraient devenus les témoins de ce paysage plus ancien, la luxuriante végétation du tertiaire tout autour d'eux, et une grande rivière s'écoulant vers le nord, au pied des puissantes montagnes, vers un très lointain océan tropical. Mais nous ne pouvions nous empêcher de penser à ces spécimens, et principalement aux 8 qualifiés d'intacts qui avaient disparu du camp hideusement ravagé de Lake. Il y avait quelque chose d'anormal dans toute cette affaire, toutes ces étranges choses que nous avions si intensément tenté d'attribuer à la folie d'un des leurs, ces tombes démentes. La quantité et la nature du matériel manquant, Jedney, la résistance extraterrestre de ces monstruosités archaïques et ces phénoménales et bizarres qualités visibles dont disposait cette race selon ce qu'en montraient ces sculptures. Danforth et moi en avions vu tellement dans les dernières heures que nous étions prêts à accueillir bien des plus répugnants et indicibles secrets de la nature primordiale et à garder sur eux le silence. Fin du chapitre 8.